au freinage de la chicane. La Bentley est plus rapide dans les lignes droites, tandis que l'Audi est plus à son avantage dans les freinages. Et c'est exactement ce qui se passe à Mulsanne. Tom Christensen est satisfait. MG ne l'est pas pour autant, mais Anthony Red, dont la voiture sera peut-être réparée, se verra remplacé par Warren Hughes. Dans les cabines des journalistes, l'activité bat son plein. On peut entendre des commentaires dans toutes les langues sur ces 24 heures du Mans. Et maintenant, l'autre panneau perd à son tour une roue. Jamie Davis entre dans les stands, tandis que la roue continue son chemin à travers la piste, juste devant les voitures de tête. Elle rebondit entre l'Audi et la Bentley. Cela aurait pu être particulièrement dangereux. Ah, les panneaux ont de toute évidence de très gros problèmes avec leur fusée de moyeu avant. Jamie Davis paraît tout à fait surpris de ce qui se produit. Heureusement, il était en route pour les stands et il n'aura pas besoin, comme Frank Lagorce, de parcourir une moitié du circuit avec une roue en moins afin de faire réparer les dégâts. La situation est très serrée et la piste de plus en plus glissante. Voici Ni Amorim, le Portugais, qui partage le volant de sa Chrysler numéro 14 avec deux Japonais, Hara et Kondo. La Porsche numéro 75 de Maury Laribière dans la catégorie GT qui part en glissade après avoir roulé sur une plaque d'huile. Il doit maintenant sortir du gravier et les commissaires viennent à son secours. Et maintenant la seconde Audi se rapproche également de la Bentley de Brundle. Ils vont devoir se frayer un chemin à travers le trafic. Ils arrivent à la hauteur de l'une des Vipers de Belmondo. Ils entrent dans le virage d'Indianapolis. L'Audi en profite une nouvelle fois pour passer la Bentley. Mais Brundle ne va pas abandonner sans se battre. Il espère profiter ici du trafic pour revenir et attaquer à nouveau l'Audi numéro 2. Vous avez pu constater à l'arrière-plan combien le ciel est menaçant. La course du Mans est victime des pires conditions météo depuis 30 ans. Et malheureusement, l'Audi de Stefan Johansson, qui avait fonctionné si bien jusqu'ici, est maintenant immobilisé. La pluie touche à présent l'ensemble du circuit. Les organisateurs de la course peuvent ainsi se rendre parfaitement compte des conditions que les pilotes rencontraient tout à l'heure dans la seconde partie du circuit. La Bentley est rentrée pour rechausser des pneus pluie. La MG en fait autant. Julian Bellet boucle le harnais de sécurité du jeune Kevin Magariti. C'est la première fois qu'il court au Mans sous la pluie. La circulation sur la voie des stands se fait de plus en plus importante au moment de l'arrivée de Biella. Il a fait un excellent travail. Il est parti en pole position et continue à occuper la tête de la course. Tom Christensen se prépare à prendre la relève sous cette pluie battante. Observez l'état du circuit. L'un des pires temps que l'on ait observé au Mans à cette époque de l'année. Tous les pilotes courant dans la catégorie des prototypes LMP 675 ont indiqué que c'était particulièrement difficile pour eux car leur voiture légère n'offre pas assez d'appui au sol afin d'éviter l'aquaplaning. En voici justement un bel exemple avec la Peugeot WR, la plus légère de toutes. Et vous pouvez constater sur ces images de la Viper Chevrolet que cela ressemble pour l'instant davantage à une course de bateau offshore qu'aux 24 heures du Mans. Encore une sortie de route pour le prototype Chrysler numéro 14 qui répond au passage beaucoup de gravier sur la piste. Jackie X, le directeur de course, est confronté à de graves décisions. Il s'agit de ne pas interrompre la course trop souvent, mais combien de temps peut-on laisser les voitures poursuivre dans de telles conditions? Même Tom Christensen semble manquer d'adhérence au moment du freinage à la chicane avant la passerelle Dunlop. Max Angelelli rentre avec la Cadillac. Il a lui aussi un problème, personne ne l'attendait, il a perdu un pneu avant, en fait la roue avant droite. La voici, à l'autre bout des stands, un commissaire la ramène jusqu'au stand Cadillac. Normalement, à ce moment de la journée, le soleil brille au Mans, mais aujourd'hui les conditions sont tout à fait différentes.
Voici Ascari. Sa voiture continue à tourner sur elle-même. L'adhérence est ici absolument nulle. Les pilotes y laissent beaucoup de gomme. On se charge de dégager la voiture de John Nielsen. L'eau s'infiltre à l'intérieur des circuits électriques des voitures. Nous entendons toutes sortes de bruits au moment où elles passent devant les micros. Nous retrouvons la salle de contrôle. Il est vraiment difficile de prendre des décisions, beaucoup d'inquiétudes. Combien de temps doit-on et peut-on permettre de laisser le pace car prendre la direction de la course dans des conditions aussi difficiles que celles rencontrées ici par Stéphane Sarrazin dans la Chrysler numéro 15? Combien de temps les spectateurs pourront-ils accepter de regarder une procession de voitures derrière un pace car? Warren Hughes confirme ici que la situation est extrêmement délicate au niveau de la passerelle Dunlop. L'un des principaux problèmes rencontrés par les pilotes au Mans est bien sûr celui de la visibilité. Et vous pouvez constater à quel point ce problème est crucial avec la sortie de route de cette saline de l'équipe Johnny Mollem. Les dommages sont encore plus importants sur la voiture numéro 18, la dernière des deux Courage Peugeot de l'équipe Pescarolo. La MG numéro 34 de Warren Hughes, cette voiture ne repartira sans doute pas. Les commissaires se dépêchent d'écarter la voiture. Les visages sont bien sûr crispés dans le stand MG. Le jeune équipier de Yann Lamers, Denis Krevels, a dépassé la vitesse autorisée dans les stands. Il est donc bien entendu pénalisé par un stop and go, ce qui est loin d'être une bonne nouvelle, surtout lorsque les circuits électriques souffrent déjà autant de l'humidité. Pedro Lamy vient de faire un tête à queue, mais il n'a aucun mal à se replacer dans le bon sens. Il arrive trop vite et c'est la glissade pour Pedro, mais heureusement sans aucun dégât. Tom Christensen, quant à lui, fend la pluie et occupe facilement la tête. Et voici la Cadillac numéro 5, il s'agit de la voiture de Collard. Cossens et Bernard, elle a subi une grosse sortie de route. Elle semble même avoir heurté le mur avant d'être projetée dans le gravier à l'extérieur, au bout de la ligne droite du départ. Pendant ce temps-là, la Courage Peugeot numéro 18 est en train de subir un certain nombre de réparations après que l'arrière de la voiture eût été sérieusement endommagée en heurtant une glissière. La Porsche Chéreau, pilotée par M. Chéreau en personne, est elle aussi victime d'une sortie de route sous la passerelle Dunlop. Après leur première sortie de route que nous venons de voir, les choses se compliquent encore davantage pour Mark Cossens et sa Cadillac numéro 5. Cette voiture s'est littéralement enfoncée dans le mur de pneus et l'avant est très gravement touché. Les commissaires doivent pousser la voiture, mais nous assistons à la fin d'une Bentley, la Bentley numéro 7 de Brendel, ici pilotée par Guy Smith. On voit le casque de Guy Smith apparaître de l'intérieur de la voiture. L'arrière de la voiture est en feu, dû au problème de la boîte de vitesse qui a souffert de l'humidité. Elle a ensuite surchauffé et rétréci, ce qui a conduit l'huile de la boîte de vitesse à prendre feu. Les commissaires vont tenter bien entendu de stopper ce départ de feu le plus vite possible, à condition que l'extincteur veuille bien fonctionner. Guy Smith, un jeune pilote qui était pourtant si bien parti. Stéphane Ortelli, son coéquipier, secoue la tête de désespoir. C'est une triste fin. Ortelli sait qu'il n'y a pas moyen de ramener cette voiture jusqu'au stand afin qu'elle puisse être réparée. C'est donc la fin de la course pour Brendel, Ortelli et Guy Smith. Encore une sortie de route ici pour l'Ascari numéro 21, piloté en ce moment par Klaus Swart, l'homme qui a justement fondé cette marque de voiture. Quel que soit le temps, quoi que fassent tous les autres pilotes, quelles que soient les pannes mécaniques, les Audi continuent, elles, à faire leur course comme si de rien n'était. Et la situation n'est pas la même pour cette Viper de l'équipe Belmondo. Il s'agit de la voiture de Comben, de Galzin et Lagnez. Elle a subi de gros dégâts à l'avant et va péniblement tenter de rejoindre les stands.
Après 5 heures de course, les Audi sont premières, deuxième et troisième. La voiture de Kelleners, Herbert et Theiss ayant réussi à s'emparer de la troisième position devant la meilleure des courages Peugeot. La deuxième Bentley est en cinquième position, tandis que la première des Chrysler est sixième. Tout se passe bien lorsqu'on est un pilote professionnel. Olivier Beretta est entre les mains du physiothérapeute de Chrysler et profite de ce moment de détente pour consommer des barres d'aliments énergétiques. Et voici un tête-à-queue très impressionnant de cette Porsche PK Sport britannique pilotée par Mike Hewlett. Il a réussi à éviter la glissière mais a écrasé tous les indicateurs sur sa trajectoire, signalant que la pluie a redoublé depuis peu. En revanche, la piste est encore bien sèche au niveau des stands où Christensen cède le volant à Emmanuel Pirot. Mais alors que tout se passe en douceur pour Audi, il n'en va pas de même pour MG. La petite Lola pilotée par Mark Blundell est ramenée dans les stands pour un nouveau contrôle moteur. Et cette voiture est celle qui s'est extrêmement bien comportée avec Johnny Herbert au volant. C'est l'Audi numéro 3 qui a remporté la dernière édition. Didier Theiss s'apprête à prendre la succession. Il reçoit des instructions du team manager, Thierry Boutsen. Et cette courage Peugeot qui était quatrième va maintenant devoir se sortir du gravier sans dégâts. Laurent Redon n'est probablement pas aussi rapide que ses équipiers, Sébastien Bourdet en particulier. La pluie torrentielle paralyse quelque peu la course à cet endroit. Il n'est en effet pas possible avec un prototype moderne de faire face à ces conditions et on le constate avec cette pannose. Il s'agit de celle de David Brabham. La panne dont elle a été victime est partiellement due à cette forte pluie dans la seconde partie du circuit. La Bentley numéro 8 effectue un arrêt normal. Pendant ce temps-là, Herbert quitte sa voiture et cède la place à Didier Theiss pour la troisième place. C'est la première des trois Chrysler qui sont encore en course. Vous vous souvenez, il y a le 16 à 15. En dépit de l'immense expérience de Johnny Herbert, on peut constater que son visage est très marqué par la fatigue. Une simple serviette ne suffira pas à le sécher car, comme vous pouvez le voir, sa combinaison est elle aussi complètement détrempée. Il est clair qu'il devra prendre une douche et se changer pendant que son équipier repart avec une certaine prudence. Après 2h30 dans l'Audi, Johnny ressent un certain nombre de douleurs. Sa grave blessure aux chevilles, déjà très ancienne, rend sa démarche difficile. Encore un autre tête à queue pour la WR. Et en fait, comme le montre ce ralenti, la WR a touché 2 fois la glissière avant ce tête à queue. Il aura donc beaucoup de chance s'il réussit à repartir et à poursuivre sa course. Pendant ce temps-là, Johnny Herbert retourne au luxueux motorhome prévu pour recevoir tous les pilotes de tête. Là, il pourra prendre une douche, se changer et se reposer un peu avant de reprendre le volant. Il va être déçu car il n'y aura pas d'autre départ pour lui. Voici l'Audi numéro 3 qui s'immobilise sur le côté. Didier Theiss n'a même pas effectué un tour entier pour son retour au Mans en compagnie de Ralph Kelleners et Johnny Herbert qui étaient parvenus à hisser leur voiture en 3e position après leur problème du début. Ainsi, les deux Audi privés sont hors de course. Thierry Boutsen, très déçu, discute avec ses mécaniciens si la situation est difficile pour certains, elle l'est moins pour d'autres. Sur la piste, la nuit se poursuit. Olivier Beretta s'installe dans la mieux placée des trois Chrysler.
Et Mark Blundell résiste autant qu'il le peut. Il a peut-être perdu beaucoup de tours, mais il essaie maintenant de regagner du terrain sur Pirot dans l'Audi de tête. La MG, construite par Lola, a réellement fait ses preuves, même si elle est encore un peu fragile pour sa toute première course. Elle est indéniablement rapide et très belle. Donny Travels dans la Don Judd, Yann Lamers avec un moteur Judd commence à indiquer qu'il pourrait avoir quelques problèmes. Mario Andretti garde un œil sur tout ce qui se passe. Il est sans doute le plus grand pilote à n'avoir jamais gagné au Mans. Les arrêts de nuit au stand se poursuivent et c'est maintenant au tour de Franck Biella de se faire masser. La Panose ne s'arrête pas dans le pit lane, elle va directement dans son garage et il pourrait cette fois s'agir d'un abandon. Cette édition du Mans a sans aucun doute été la pire de toutes pour Panose. Quelques esprits hardis prennent encore un verre, tandis que dans l'espace Audi, les rois et les journalistes venus du monde entier mangent des sushis et boivent du champagne. Le Mans est sans doute une course d'endurance pour les pilotes, mais c'est aussi une épreuve d'endurance pour les spectateurs, les médias, les serveurs et tous ceux qui ont un travail à faire pendant toute cette longue nuit. La Bentley numéro 8 effectue un arrêt normal. Butch Ledzinger, l'américain, cède le volant britannique Andy Wallace, le premier pilote de l'équipe. Cette voiture a été retardée par les mêmes problèmes de boîte de vitesse, cependant moins graves que ceux qui ont obligé Martin Brundle à abandonner. Il est bientôt minuit, la course dure depuis 8 heures, c'est-à-dire l'équivalent d'à peu près 4 Grands Prix F1, mais nous n'en sommes qu'au tir de cette course et étant donné les conditions météo, elle a été jusqu'ici extrêmement dure. Audi tient les premières et deuxièmes places devant une Courage Peugeot. La seconde Bentley quatrième précède de Chrysler. Et voici justement l'une des Chrysler qui part en tête à queue dans la ligne droite du départ sous l'œil inquiet des quelques spectateurs encore présents à cette heure de la nuit d'un samedi, plutôt pluvieux. Et personne n'est à l'abri d'une erreur occasionnelle. Voici l'Audi numéro 2 qui vient de prendre un virage trop serré. Mais voilà un véritable drame. Il s'agit de la Reynard à moteur Judd dans la catégorie 675. La voiture numéro 36 équipée du moteur de Dick Barbour. Elle devient la proie des flammes. Il va falloir recourir à tous les extincteurs du pit lane pour éteindre ce feu. C'est une situation très périlleuse car cette voiture venait tout juste de refaire le plein. Le moteur a pris feu et constitué une menace potentielle pour l'ensemble du stand, mais il est maintenant tout à fait maîtrisé. L'abandon des MG avec leurs différents malheurs et des deux Reynard de Dick Barbour à moteur Judd, mais en évidence que c'est Reynard à moteur Volkswagen Turbo, une voiture de l'année dernière et très intelligemment pilotée par Deletraz et Jeunet. Nous retrouvons l'Audi numéro 2, l'arrière de la voiture a été démonté pour des réparations, ce doit être le résultat du tête à queue de tout à l'heure, voici ce qui s'est passé. La voiture numéro 2 part, au freinage, dans la boue et le gravier. À ce moment-là, les ingénieurs d'Audi sont extrêmement inquiets, on ne peut jamais être vraiment sûr de l'importance des dégâts subis par la voiture. Si vous êtes complètement trempé, la première chose à faire aux petites heures du matin est de se rendre à la Sette Foraine et d'oublier la course pendant 1 heure ou 2.
Après 12 heures de course, les Audi sont toujours première et deuxième, tandis que la Bentley numéro 8 a réussi à se hisser à la 3e place malgré ses 10 tours de retard. Dans la catégorie GT, on ne trouve que des Porsche. Dans la catégorie LMP 675, la petite Reynard Lola est en tête. Et dans la catégorie GTS, les Corvettes prennent l'avantage sur les Salines. La situation a été difficile pour les Chrysler Viper, mais elles conservent tout de même une chance. Un arrêt normal pour la Corvette numéro 63. Ron Fellows passe le relais. On inspecte de très près ses trous avant de la Corvette. On se demande pourquoi elle a subi autant de dommages. Et voici l'une des Chrysler arrêtée dans la ligne droite des Hunaudières. Et les tout premiers rayons du jour commencent à pointer. La décision a été prise de remplacer les pneus pluie de la Corvette par des slicks. Ron Fellows a sans doute indiqué qu'il estimait que les conditions s'y prêtaient à présent. On observe les mêmes discussions un peu partout dans les stands. Quelle pneumatique doit-on utiliser et comment va évoluer le temps? Différentes sortes d'activités pour différentes sortes de gens. Et la Bentley poursuit son chemin à l'aube. Après leurs différents problèmes de boîte de vitesse, elles ont maintenant accumulé beaucoup trop de retard pour espérer rattraper les Audi. Mais c'est sous un ciel à nouveau menaçant. La petite Reynard occupe une solide 6e place au classement général. Elle se retrouve dans le sillage de la dernière Saline en piste. Jordi Jean a assuré la majeure partie du pilotage de cette voiture et a réellement impressionné. Johnny O'Connell va maintenant prendre son tour au volant de la Corvette numéro 63 qui est en tête de la catégorie GTS maintenant que la menace des Salines n'est plus. Par ailleurs, la plupart des Vipers ont fini leur course contre les glissières pendant la nuit. Les Corvettes occupent ainsi les premières et deuxièmes places dans leur catégorie. Les bancs des spectateurs sont plutôt déserts à 7 heures de la matinée. La salle de contrôle garde un œil toujours attentif sur tout ce qui peut se passer. Nos malheureux campeurs vont certainement beaucoup apprécier l'heure du petit déjeuner. La piste est encore très humide. La Cadillac numéro 6, celle de Wayne Taylor, Max Angelelli et Christophe Tinceau part en glissade. Encore une sortie au niveau de la ligne de départ. Des problèmes à présent pour la petite Reynard. Jean-Denis Deletraz au volant discute avec son team manager. Il y a du travail à faire. Il y en a également à faire sur l'Audi. Laurent Aiello au volant. Le plein est fait. On a chaussé de nouveaux pneus. Et la voiture numéro 2 repart. La Courage Peugeot numéro 17 est toujours pilotée très efficacement par Sébastien Bourdet. Jean-Christophe Bouillon, l'ancien pilote de championnat AGT, se montre très rapide avec cette voiture. Laurent Redon est légèrement moins rapide mais réussit tout de même à se maintenir dans les 6 premiers. Vous pouvez constater très facilement le genre de nuit que cela a pu être avec tous ces débris, cette gomme, cette fibre de carbone sur le côté de la piste. Et dans ces chicanes, beaucoup de gravier pouvant piéger à tout moment un pilote fatigué. Et même si ces deux voitures sont très proches l'une de l'autre sur la piste, et si la Courage Peugeot précède la Reynard VW, elles sont en fait séparées d'un tour. Mais quelques soucis pour l'équipe Pescarolo.
Voici les premiers signes de fatigue de la mécanique. Des nuages de fumée sortent de la ligne d'échappement. Ceux-ci sont annoncés par le commentateur aux spectateurs français qui espéraient beaucoup de cette voiture verte. Il a tapé un petit peu avec la carrosserie arrière, mais il y a moins de dégâts que prévu, donc il a pu repartir très vite. Dans la catégorie GT, les Porsche numéro 77 et 83 luttent depuis minuit en tête de la course pour la victoire dans leur catégorie. Le jeune Gunnar Jeannette, avec cette voiture numéro 77, s'est montré extrêmement rapide. Il a tout juste 19 ans et a déjà terminé premier de sa catégorie avec cette même voiture lors des 24 heures de Daytona. Il a montré ici tout son potentiel avec le soutien de Raymond Dumas et de Philippe Azebrook. Les Italiens ici avec la voiture numéro 83, Babini, Rosa et Luca Drudi ont fait le pressing toute la nuit avec une très grande réussite. On a le sentiment que cette lutte dans la catégorie GT va se poursuivre jusque sur la ligne d'arrivée. Pour le moment, la voiture numéro 77 vient de perdre un peu de temps dans les stands. La numéro 83 en profite pour prendre la tête de la catégorie au moment même où la numéro 77 s'apprête à quitter les stands. Nous venons donc d'assister ici à un changement de domination, même si en tête du classement général de la course, les Audi semblent avoir la situation définitivement en main avec les premières et deuxièmes places et 11 tours d'avance sur la Bentley de la troisième place. Voici les voitures numéro 83 et 77 dans le même tour. Elles sont suivies de 4 autres Porsche. La Callaway a depuis longtemps disparu. Pas de mauvaise surprise pour l'Audi numéro 1, en dehors de ce mauvais temps. Dimanche matin, le temps ne semble pas avoir changé. Et si vous pilotez une Bentley avec un cockpit fermé, un essuie-glace défaillant, la situation devient pour le moins délicate. Kondo, ici dans la troisième des Chrysler, vient d'avoir un accident tout à fait étonnant au moment du freinage à Mulsanne. Il a complètement perdu le contrôle de sa voiture et a fini contre la glissière. La voiture est maintenant rentrée au stand pour y être réparée. Ces images sont sans doute une belle métaphore du Mans 2001. L'Audi numéro 2 prend facilement un tour supplémentaire à la première des 3 Chrysler. Audi ne trouve quasiment plus aucune résistance lors de cette journée de dimanche. Voilà la troisième des Chrysler, pilotée par le jeune japonais Hara. Le moteur vient de casser, tout l'arrière de la voiture est en feu. Il est vraiment pressé d'en descendre. Les extincteurs de bord fonctionnent, mais le feu a pris beaucoup d'envergure. Il sera beaucoup plus en sécurité en s'en éloignant le plus vite possible. Au moment où Wemminger rentre avec la voiture numéro 16, les mécaniciens veulent être sûrs qu'ils ne rencontreront pas le même problème. Hara utilise son téléphone mobile de bord pour discuter avec la direction de l'équipe dans les stands. La Chrysler numéro 16 est en train de revenir sur la Courage Peugeot après ses différents problèmes. Ils occupent les 4e et 5e positions, loin derrière les Audi et la Bentley, mais les Audi vont devoir effectuer un changement de boîte de vitesse. Tom Christensen a en effet choisi de faire monter une nouvelle boîte de vitesse sur l'Audi de tête. Vous savez que cette opération pouvait être réalisée très vite. Les deux Corvettes manquent de prendre la numéro 17, la Courage Peugeot de la 4e place en sandwich. Et la pluie recommence à tomber, une fois de plus. Après un changement de boîte remarquablement rapide, Pirot est reparti avec la voiture de tête. Il en a fait effectuer un nouvel arrêt au stand pour chausser des pneus pluie. Avec une nouvelle boîte de vitesse, de nouveaux pneus, rien ne devrait plus ralentir le rouleau compresseur Audi. Une fois de plus, Jackie X a dû prendre la décision de faire sortir la safety car. La Cadillac roule en tête tout feu allumé à travers cette pluie torrentielle. Et le ballon Goodyear observe de haut des voitures qui, une fois de plus, roulent quasiment pas derrière la pace car, tant les conditions sont devenues dangereuses.
Dans la salle de contrôle, on continue à se demander comment éviter que ces voitures ne soient à nouveau victimes de sorties de route. Avec une telle pluie, les risques d'aquaplaning deviennent très importants. Jackie X, très soucieux. Et alors que la pluie tombe, il paraît censé de se réfugier dans l'un de ses pavillons plutôt que de rester dehors et d'essayer de prendre une photo de sa voiture favorite. C'est le désastre pour la Courage Peugeot. Une soupape du V6 Peugeot vient de lâcher. Cette voiture est à présent gravement touchée, devra rejoindre les stands afin de voir s'il est possible de continuer comme cela jusqu'à l'arrivée, qui aura lieu dans un peu plus d'une heure et demie. Des arrêts au stand sont encore prévus, tout peut encore se produire, mais la voiture numéro 1 mène devant la voiture numéro 2 avec un tour d'avance. Cependant, la voiture numéro 2 cherche absolument à regagner le terrain perdu. Aucune consigne de la part de l'équipe Audi. Et les adversaires continuent à s'effacer. Voilà la dernière des Cadillacs, mobilisés sur le circuit. La Bentley poursuit sa route sans effort et sans trop de problèmes. Et même si la Courage Peugeot avec son moteur esquinté fait preuve d'une bonne résistance, les autres concurrents commencent à se regrouper pour le traditionnel photo finish. Biella dans l'Audi numéro 1. L'équipe Bentley fait des signes d'encouragement. Andy Wallace au volant de la Bentley numéro 8. La Reynard bleu et jaune à moteur Volkswagen Turbo qui occupe toujours la tête de sa catégorie. Elle reste au contact des leaders et tente de maintenir le rythme. Après une course comme celle de cette année, on peut réellement parler d'un grand prix de l'endurance. Et les commissaires trouvent ici une dernière chance de saluer les héros qui ont traversé les pires conditions que l'on ait vues depuis très longtemps. Jackie X, qui attend avec le drapeau à damier à la main. Emmanuel Pirot au volant de l'Audi numéro 1. Le vainqueur de l'an passé a sorti son drapeau Audi. Il se présente sur la ligne en tête d'une lente procession. Le vainqueur de l'édition 2001 est donc Audi avec exactement les mêmes pilotes qu'en 2000. Emmanuel Pirot se dresse dans son cockpit, il est tout à fait ravi, l'équipe Bentley l'est tout autant avec sa 3e place. C'était la première participation de l'équipe Bentley depuis 71 ans. Chrysler obtient une honorable 4e place, la Reynard décroche une remarquable 5e place. La foule a envahi la piste pour venir saluer les 3 premières voitures. Audi qui a raison d'être satisfait avec ce trophée des vainqueurs. Ici Capello, Pescatori et Aiello pour la 2e place. Une belle performance. Ils sont toutefois déçus de ne pas avoir pu se porter plus près de la voiture de tête pendant les 2 dernières heures. La victoire l'année prochaine, vient de dire le maire du Mans à l'équipe Bentley. Peut-être certain que c'est justement ce qu'ils viendront rechercher ici. Andy Wallace, Eric Van Den Poel et Butch Lusinger reçoivent une énorme ovation de tous les fans britanniques réunis sous le podium. Le nom du vainqueur de cette course 2001 ne fait aucun doute, il s'agit d'Audi. Encore un grand succès. Les 3 premières places en l'an 2000 et les 2 premières cette année, c'est un triomphe pour Christensen, Biella et Pirot. La catégorie GTS a vu la victoire des Corvettes d'usine et dans la catégorie GT totalement dominée par Porsche, on assiste à une grande victoire de Rosa, Babini et Drudy. Ensuite, en classe 675, une victoire aisée pour la Reynard devant la WR. Et nous nous souviendrons de cette édition très humide du Mans, une magnifique édition qui a donné lieu au retour de MG et de Bentley, mais surtout nous avons assisté à l'immense triomphe de l'équipe Audi. Thank you all. Stay with me back next year.